À quel moment peut-on être considéré comme un collaborateur durant la Deuxième Guerre mondiale? Vous allez voir dans cette vidéo qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir déterminer si une personne a été collaboratrice nazie. Avec mon invité Corentin Roussman, conservateur au Mons Memorial Museum, nous allons vous parler des différents niveaux de collaboration et ce que cela implique. Nous parlerons également de la manière dont les résistants étaient identifiés à la sortie de la guerre, car comme vous pouvez vous en douter, il y a toujours des opportunistes dans chaque camp. Et il est crucial de pouvoir savoir qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Qu'en était-il des gens qui parlaient allemand durant la Seconde Guerre mondiale, ici dans ce cas-ci, en territoire occupé? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs, des liaisons? Est-ce qu'ils rejoignaient plutôt la résistance? Ou est-ce qu'ils étaient totalement neutres? Est-ce qu'ils avaient un rôle vraiment clé à jouer de par la langue? Alors, je vais commencer par rapport à la Première Guerre mondiale. Donc, et là, je vais te donner 2-3 petites anecdotes et tu vas voir que c'est du 100% concret. Quand la Belgique est envahie le 4 août, eh bien là, tu vas avoir une sorte de pogrom qui va se dérouler en Belgique sur tous les nouveaux Allemands. Donc, enfin, les nouveaux Belges qui proviennent d'Allemagne. Et donc là, véritablement, leur magasin va être saccagé par les Belges. Ils vont être pillés ou ils vont être mis directement au banc de la société locale. C'est évident. Et d'ailleurs, tu vas avoir la toponymie qui va changer. À Mons, tu as la place de Bavière qui va changer de nom. À la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, elle va s'appeler la place des Alliés, directement. Et alors, tu vas avoir des changements. Tu connais le principe du café viennois? Eh bien, en fait, c'est le café liégeois. On va changer le nom pour mettre en évidence l'effort de ce qui va être fait à Liège pour ralentir les Allemands. Parce que la différence entre le café viennois et le café liégeois, il n'y en a pas en fait. On va me dire, ouais, il y en a, c'est avec de la mousse de lait, l'autre, c'est avec de la chantilly. Mais le changement, c'est minime, justement. Voilà, et donc on va changer. Et d'ailleurs, la famille royale britannique va changer de nom. Après, elle va s'appeler la famille Windsor, parce que de base, c'est une Saxe-Cobourg-Gotha. Aussi, c'est proche de la famille royale belge. Donc, tu vas avoir déjà, dès la Première Guerre mondiale, les germanophones qui vont, enfin, les populations allemandes qui sont en Belgique vont subir ça. Par contre, je vais te donner un contre-exemple. Le doyen de la collégiale Sainte-Vaudrue, c'est un prince de Croÿ, qui est d'origine, la famille est d'origine allemande. Il va même faire son service militaire en Allemagne. Et lorsque les Allemands arrivent à Mons, eh bien, lui, il va aller au-devant des troupes allemandes qui arrivent. Elles ont utilisé la population humaine comme bouclier humain. On était à la limite d'un massacre. Et lui, il va aller, la légende veut, en fait, on n'est pas certain, mais on nous a toujours dit que le chanoine était, enfin, le doyen plutôt de la collégiale est arrivé. Et c'était un prince, hein. Donc c'est un prince de Croÿ. Et il va être en direct avec les officiers allemands qui, durant la Première Guerre mondiale, sont tous de la noblesse allemande. Et il va dire, épargnez la population montoise. Il va parler allemand et il va défendre la population montoise en allemand. Et durant toute la guerre, on sait qu'il va être un allié par rapport à ça. Pour la seconde. Et donc, te répondre, savoir comment les germanophones ou les personnes qui parlent allemand, mais elles vont être utilisées. Et elles vont être utilisées comme interprètes fortement et encore plus durant la Seconde Guerre que durant la Première. Parce que durant la Seconde Guerre, en fait, après la Première, tu vas avoir une sorte de dégoût de tout ce qui est allemand. Et donc, les gens vont beaucoup moins aller étudier l'allemand et vont beaucoup plus aller étudier l'anglais. Donc, il va y avoir une sorte de défiance complète envers la littérature, la culture allemande. Et donc, on va en avoir moins, mais tu vas en avoir certains. Les seules personnes qui parlent allemand vont être à devoir traduire. Est-ce qu'elles collaborent pour autant? Ça, c'est autre chose. C'est ça, un peu contre leur gré aussi, parce que voilà, en temps de guerre, on est forcé et contraint de faire des choix parfois contre nos valeurs. Mais... Exactement, et tu vas avoir certaines personnes qui, je me souviendrai, on m'avait donné le cas d'une personne qui, pour vivre, a dû prendre un emploi dans l'administration allemande. Il n'est pas du tout collaborateur, mais à un moment donné, il faut vivre, il a pris l'emploi, et à la fin, il va être jugé. Le jugement va dire qu'en effet, il n'y avait aucune volonté de sa part de collaborer et qu'il voulait vivre et qu'il avait besoin de... Sinon, il partait au travail obligatoire. Et donc, voilà, quand on collabore pas véritablement par choix. Et puis, il y a différents niveaux de collaboration. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, des différents niveaux de collaboration? Ça va à tout niveau dans ta vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire que tu marches à côté d'un soldat allemand, il chope par terre, tu le ramasses par politesse, est-ce que tu es un collaborateur pour autant? Voilà. Tu as un soldat allemand qui habite chez toi durant la Première Guerre mondiale pendant 2 ans, à qui tu dois faire à manger tous les jours.
qui dort dans ta maison, qui est extrêmement poli avec toi, qui est très cordial, qui t'apporte un petit peu de nourriture en plus, quand il s'en va, ben, tu regrettes cette compagnie qui existait. Parce que pour autant, tu es un collaborateur. Quand tu es une femme, tu n'as pas de mari, mais tu as un enfant, ton mari est décédé, tu n'as pas d'aide sociale forcément, ou tu as peu d'aide sociale, ta famille ne veut plus de toi, et qu'à un moment donné, tu as un soldat allemand très gentil, qui n'est pas un soldat nazi, un simple soldat de la Wehrmacht, qui tombe amoureux de toi, qui te fait la cour, et t'acceptes ses avances, tu as un enfant avec, et en 1944, tu es rasé sur la grande place de Mons et on te met une croix gammée. Et elle a peut-être fait ça parce qu'elle est tombée amoureuse ou parce qu'elle avait besoin de survivre ou donner à manger à ses enfants. Est-ce que pour autant, oui, tu es un collaborateur dans une certaine mesure. On appelle ça la collaboration horizontale. Mais est-ce que pour autant, tu avais la volonté de vouloir, attaquer les autres Belges? Non, c'était pas ton objectif. C'est survivre. Et c'est ça qui, lors de la libération, tu as 3-4 jours comme ça où tu vas avoir les règlements de compte. Et c'est les 3-4 jours les plus horribles qui peuvent arriver. Tu as l'excitation maximale. Tu as les Américains qui arrivent, ou à Mons, par exemple, où tu peux avoir à Tournai, c'est les Britanniques. Ils arrivent, ils libèrent. Tu as une effervescence globale. Et en même temps, tu vas avoir, et là c'est aussi très intéressant, tu vas avoir les collaborateurs, enfin les résistants historiques qui vont se montrer parce qu'on ne sait pas qui c'est, et qui vont se mettre à aider les Américains à gérer. Et puis là, tu vas avoir ce qu'on appelle les résistants de la 46e heure, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais rien fait durant l'occupation et que comme les Américains sont là, ils deviennent des résistants et parce que certains d'entre eux avaient un petit peu collaboré et se disent il faut nettoyer plus blanc que blanc en sortant de la guerre. Tu vas avoir différents niveaux de résistants qui vont apparaître. Mais voilà, j'ai perdu mon fil. Désolé, je parle. Vas-y, je t'écoute. Pas de souci. Ici, on a déjà une question de Epinoc qui nous demande si en 14-18, des traducteurs pouvaient être juifs. Alors, si tu veux, durant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas encore cette distinction et tu vas avoir des Juifs qui font partie de l'armée allemande et qui vont combattre pour les Allemands durant la Première Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas encore… Cette idéologie arrive véritablement après la Première Guerre mondiale. Ça va arriver assez rapidement dans les années 20. Et en fait, c'est la défaite de l'Allemagne qui va donner l'idée de trouver un bouc émissaire de cette défaite. Et ils vont dire que c'est justement à cause des Juifs qui faisaient partie de l'armée allemande qu'ils ont perdu la guerre. Et donc, ça, c'est un discours que tu vas retrouver généralement. Mais donc, oui, tu peux avoir des Juifs, et beaucoup, qui font partie de l'armée allemande, qui sont intégrés dans l'armée allemande et qui ne posent pas de problème. Après, tu as ce qu'on appelle un antisémitisme global, et on peut le voir avec l'affaire Dreyfus, fin 19e. Et pourquoi Dreyfus a été envoyé au bagne? Parce qu'il était juif. On n'avait aucune preuve contre lui, mais il fallait trouver un bouc émissaire, c'était le juif. Et donc, en gros, le juif, c'est un moindre mal, tant qu'on peut l'utiliser. C'est horrible ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Tant qu'on peut l'utiliser, on va l'utiliser. Et s'il faudra trouver un coupable, ça sera le bouc émissaire parfait. Ici, j'ai Mythos Realis qui nous dit que, selon lui, selon ce qu'il pense, on estime à plus ou moins 1% le nombre de résistants français et collaborateurs français. Est-ce que c'est pareil ici en Belgique? Est-ce qu'on estime, à combien de pourcents est-ce qu'on estime plus ou moins le nombre de collaborateurs et de résistants? Je n'arriverai pas à faire ce calcul exact, mais je pense, il faudrait que je fasse le calcul. Mais je suis très mauvais en calcul, mais je pense qu'il y avait entre 60 000 et 70 000 résistants pour une population de 6 millions d'habitants. Donc, peut-être que c'est plus ou moins… Je suis meilleur en calcul que toi, donc voilà, je ne vais pas t'aider à calculer. C'est plus ou moins… Donc, c'est une proportion négligeable. Après, je dirais que ces calculs sont toujours des calculs qui ne peuvent être jamais des vrais calculs. Alors, on va me dire, mais comment on peut dire ça? Eh bien, tout simplement, c'est une estimation, mais surtout que après la Seconde Guerre mondiale, les résistants vont devoir être reconnus en tant que résistants. Et donc, on va avoir des demandes et on va demander aux gens d'avoir des preuves d'être résistants. Et si on n'a pas de preuve qu'il est résistant, il n'est pas résistant et il n'est pas comptabilisé dedans. Qu'est-ce qu'on avait comme preuve qui pouvait être un bon justificatif? Parce que justement… Des témoignages. Tu dois, en fait, des témoignages des autres personnes de ton réseau. Et ça, c'est des bonnes preuves. Mais alors,
tu vas avoir beaucoup de femmes qui ont distribué énormément de messages qui, elles, ne vont jamais faire la demande de reconnaissance de résistance. Et donc, elles ne sont pas reconnues comme résistantes. Et pourquoi est-ce qu'elles ne font Alors pas de qu'elles ont demande? été... Ah, alors ça, d'une part parce qu'elles considéraient que leur travail n'était pas de la résistance, parce qu'elles trouvaient qu'elles disent, moi j'ai rien fait, j'ai juste distribué des messages ou déposé des boîtes dans des lettres. J'appelle pas ça de la vraiment aussi crucial pour pouvoir communiquer entre résistants et faire tomber l'ennemi. Exactement. Et après, tu vas avoir l'autre chose. Et ça, il faut se resituer, il faut se repositionner dans la vie sociale de l'époque. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide. L'homme est un résistant, sa femme est là avec, il va lui donner plein de travail à faire, et l'homme va faire la demande, et c'est l'homme qui sera reconnu. Et l'homme, il ne va pas se dire, ben non, il faut que je la reconnaisse aussi. Il dit, mais non, c'est moi. Oui, c'était une autre mentalité. Alors, tu vas aussi avoir... l'époque. Oui, clairement. Et j'avais l'autre cas d'une autre dame qui me disait que sa mère voulait rentrer dans la résistance, son père était résistant, et sa mère voulait rentrer dans la résistance, et son père a refusé. Pourquoi? Parce qu'il disait que si il lui arrivait quelque chose, il fallait au moins que quelqu'un puisse s'occuper des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène la femme à son objectif durant cette période-là, c'est s'occuper des enfants, faire à manger, rester dans la cuisine. Et donc, voilà, il ne faut jamais oublier la situation sociale de l'époque qui fait que, voilà, on pourrait avoir des chiffres. Il y a tout plein de dossiers AFR de résistants, j'en ai déjà consulté. Il y a des chiffres, mais ces chiffres sont une approximation du nombre de résistants qu'il pouvait y avoir. Et les résistants pouvaient aussi être considérés comme tels après la guerre s'ils étaient décédés durant leur mission de résistant, comme nous dit par exemple ici RG Superfan, qui parle de son grand-oncle et de son grand-père qui, eux, sont malheureusement décédés dans ces conditions-là. Et donc là, comment ça va se faire? Eh bien, ce sont les familles qui vont demander que la personne soit reconnue comme résistant et on va avoir des témoignages qui vont être faits. Attention, hein, tu as des témoignages qui, encore dans les années 50, vont être donnés justement pour pouvoir avoir ces éléments-là. Et je vais te donner un exemple d'une personne qui n'a pas été reconnue comme résistant. C'est un gars de Nîmes, donc au nord de Mons, il y a un canal, il est batelier. Et un jour, il se fait attraper par un camarade du village qui est un collaborateur et qui le fait signer pour aller au STO, donc le service du travail obligatoire. En fait, il s'appelle Émile Burme, et Émile, il n'est pas très malin, et donc je pense qu'il avait bu un coup aussi, il s'est fait embobiner, il signe, et il part en Allemagne, et arrivé en Allemagne, en fait, il se rend compte qu'il doit travailler, et il ne veut pas travailler, et donc il est réfractaire au travail, une première fois, puis il est envoyé au cachot pendant une semaine, on le renvoie au travail, une deuxième fois, il ne va pas travailler, et jusqu'à une troisième fois. Et puis, il va faire la dernière année en captivité en Allemagne. À la libération, il revient en Belgique, et il demande de se faire reconnaître comme résistant, vu qu'il a résisté. Pour lui, il n'a pas travaillé pour les Allemands. Mais là, l'État belge, il dit, écoutez, monsieur, vous avez signé un document dans lequel vous avez dit que vous alliez partir au travail obligatoire. Ce n'est pas de la résistance que vous avez fait, c'est plutôt de la fainéantise par rapport au travail. Et donc, l'État belge ne l'a pas reconnu comme résistant. Parce que quand vous êtes reconnu comme résistant, en fait, vous êtes reconnu comme un militaire. Et donc, ça vous donne droit à une pension. Et donc, l'État belge, il vérifie, parce qu'à la limite, on aurait pu distribuer les titres de résistants. Mais non. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une date de début et d'une date de fin. Et donc, ça veut dire que la date de début, vous devez dire dans quel réseau vous êtes rentré, qui vous a fait rentrer dans le réseau, pourquoi, quelles étaient vos missions, quels étaient votre objectif. Et donc, il fallait décrire tout ça. Et donc, c'est beaucoup de paperasse administrative. Et c'est assez impressionnant la manière dont ça va être géré. Et tous ces dossiers existent. Et donc, si vous voulez savoir si une personne est résistante ou pas, il suffit d'aller à EVER et vous avez accès à tous ces dossiers de résistants. Et c'est énormément d'informations qu'on peut retrouver, parfois beaucoup, parfois peu. Mais moi, j'ai été amené à aller les consulter pour aller vérifier. Je vous parle de Léonce Descamps. J'ai été vérifier si ce qu'elle me disait était juste. Et en effet, à l'époque, ça a été décrit comme ça. Et en parlant de résistance et de documents qui permettent d'attester qu'ils l'étaient bien, des réseaux qui les étaient affectés et certainement des méthodes qu'ils ont utilisées pour pouvoir déjouer certains plans, est-ce que tu as, toi, en exemple, justement des techniques, des réflexions, des choses qui ont été mises en place par la résistance qui sont, selon toi, impressionnantes pour pouvoir faire tomber des opérations ennemies? En fait, si tu veux, tu vas avoir ce que je vais appeler une résistance assez passive durant la période d'occupation et au moment de la libération, elle va être beaucoup plus active.
C'est quand ils vont recevoir les messages sur la BBC du débarquement, où là où ils savent qu'ils doivent aller faire sauter des ponts, faire sauter du chemin de fer. Mais sinon, on a très peu d'actions extraordinaires de la part de la résistance durant véritablement l'occupation. Mais par contre, il y en a plein de petites. Alors, je vais t'en donner qui, somme toute, ne sont pas très fabuleuses, mais qui, finalement, sont symptomatiques de c'est quoi être résistant durant la Seconde Guerre. T'en as un, il y avait des grands calicots, les Allemands avaient mis un grand calicot sur l'hôtel de ville de Mons, V, Allemagne victorieuse sur tout le front. Et un 21 juillet, les résistants vont le retirer. Et donc, par la suite, les Allemands vont imposer à la ville d'en créer 4 et d'en mettre 4 sur la Grand Place. Après, tu vas avoir la fameuse Léonce Descamps, lorsqu'elle m'a donné son témoignage, m'a expliqué qu'elle a tué quelqu'un. Et elle dit, on ne tue jamais un Allemand. Un Allemand, tu n'y touches pas. Elle a dû tuer un collaborateur. Et elle me dit, c'est la première fois que je le dis, véritablement. Et c'est vrai que ça ne se retrouve pas dans son dossier. Mais elle n'avait aucun objectif de me mentir. J'ai fait cette interview il y a 3 ans, hein, donc il n'y avait aucun objectif de me mentir. Et elle m'a dit, on m'a donné un ordre. Elle faisait partie de l'armée secrète. On m'a donné un ordre. Et l'ordre, j'ai dû faire le nécessaire. Et cette armée secrète, est-ce que c'était la DGSE par hasard? Non, ça, la britannique. Non, c'est la S. C'est la S. Donc la S, c'est l'armée secrète, c'est véritablement 100% belge, mais elle était connectée avec les Britanniques. Moi, j'ai pas de cas très précis à Mons sur des sur des éléments très spécifiques, parce que Mons n'était pas très stratégique. Mons est devenu stratégique lorsque les Allemands ont battu en retraite, parce que tous les Allemands se sont regroupés dans la région. Sinon, tu n'as pas de grandes zones. Majoritairement, les Américains ont bombardé les zones, et donc je vais utiliser des micro-actions que les résistants vont faire sur des choses beaucoup plus délicates. Et j'en ai encore parlé hier avec un ami historien de plus de 75 ans, Yves Bourdon, qui est spécialiste et qui m'expliquait, à Mons, il n'y a pas de grands coups d'éclat. Il y a vraiment plein de petits endroits, mais tous ces petits endroits cumulés font un énorme blocage et des difficultés colossales pour les Allemands pour battre en retraite lors de la libération. Mais j'ai pas comme ça d'exemple de vraiment grosse préparation, gros coup d'éclat qui va se dérouler dans nos régions même. Je n'ai pas vraiment souvenance. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de pogroms qui avaient été organisés lorsque les Allemands sont arrivés, enfin les nazis. Ma question est la suivante. Est-ce que nous avions aussi des ghettos en Belgique? Est-ce que des ghettos ont été formés à certains endroits? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de ghetto. Il y avait 2 communautés juives qui étaient présentes. La première à Anvers, évidemment, hein, qui est toujours existante, et la deuxième sur Bruxelles. Par la suite, on a des populations juives qui existent dans l'ensemble de la Wallonie et de la Belgique, mais elles sont en très petit nombre. Je vais te donner le cas de Mons. Désolé, hein, je reviens toujours dessus, mais c'est celui que je maîtrise. Il n'y avait même pas 90 juifs qui étaient présents à Mons. On n'a même pas de synagogue. Et donc, ça n'a jamais été quelque chose sur lequel on va faire attention. Par contre, dans les autres endroits, sur Bruxelles et Anvers, bien, et ils vont être amenés à la caserne de Saint-Malines. Mais il n'y a pas, le peu de population fait qu'il n'y a pas de nécessité de véritablement déplacer les populations dans des ghettos. Et alors, je reviendrai toujours sur ce processus et sur ce principe. Le comportement des soldats allemands en Europe occidentale sera toujours différent de l'Europe orientale. Pour les Allemands, les Polonais, ce sont des sous-hommes. Et donc, des Polonais juifs, c'est encore plus bas. Et en France, il n'y a pas non plus de ghetto. On ne crée pas de ghetto avec les Français juifs. On va les rassembler. Tu vas voir la rafle du Veldiv. Ils vont être mis dans des camps de transit, et puis ils vont être envoyés dans les camps d'extermination. Ça, c'est clair. Et il n'y aura plus de distinction à ce moment-là entre les Juifs d'Europe orientale et les Juifs d'Europe occidentale. Le comportement des Allemands est surtout des nazis, donc des fanatiques. Ceux qui sont envoyés en Ukraine, ils vont avoir en Ukraine et en Russie, ils vont avoir des comportements, ils vont exterminer des villages complets. Que ce soit juifs ou ukrainiens ou russes, c'est des Slaves, c'est le même tas. Et à un moment donné, ce genre d'individus vont se retrouver en Europe occidentale. Et on va prendre le cas d'Oradour-sur-Glane. Je ne sais pas si tu connais ce village français qui était... En fait, c'est un village où c'était des nazis qui avaient été avant sur le front de l'Est et par vengeance vont mettre l'ensemble des habitants dans l'église et vont faire cramer l'ensemble du village et détruire l'ensemble de la population. Et ce village est ce qu'on appelle un village martyr et il porte encore les stigmates de ça. Et donc voilà, ça c'est le genre de... Et donc ce genre d'événement en Europe occidentale est extrêmement rare,
Mais voilà, c'est fait par des gens qui venaient de l'Est où c'était commun et courant d'exterminer la population sans aucune difficulté. On ne va pas avoir ça dans nos régions. On va pas avoir, c'est pas du tout dans leur objectif. On va avoir des massacres, on va avoir des crimes de guerre, ça c'est clair, mais on ne va pas avoir des énormes massacres de masse ou la création de ghettos où on va rassembler les gens. Non, ça n'a pas été un leitmotiv complet de la part des Allemands de chercher dans chaque ville de Belgique où était l'ensemble de tous les Juifs. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait une chasse aux sorcières. Évidemment, ils étaient persécutés, évidemment, ils devaient se cacher, ils devaient se protéger. On n'était pas en permanence en train de chercher dans nos régions où étaient des Juifs parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et parce que sur une population de 25 000 habitants, Mons, il n'y en avait que moins de 100. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais on va en avoir qui vont être arrêtés, qui vont être envoyés à la caserne de Saint et qui vont être exterminés. Mais on va avoir, comme ils sont peu nombreux, une protection de la population locale qui va les protéger et c'est assez facile de les protéger. Et justement, donc c'était assez facile de les protéger. Quelles étaient les méthodes pour pouvoir les couvrir? Voilà, alors ici je vais te donner un exemple. Il y a 3 semaines au musée, on a reçu le diplôme de Juste parmi les nations de la part d'un couple qui n'ont pas d'enfants, c'est pour ça qu'on a récupéré le diplôme. Et donc est venu ici à Mons un gamin qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait 7 ans et qui était protégé par une famille au nord de Jurbis dans une ferme. Comment ça s'est fait? Eh bien, la famille juive a été protégée par cette famille c'est Montigny-les-Lances, de Montigny-les-Lances, tout simplement parce qu'elles se connaissaient. En fait, elles étaient maraîchères toutes les deux. Elles se voyaient au marché à Bruxelles et ça faisait plusieurs années et elles étaient devenues amies. Lors de l'occupation, voyant que la question des Juifs était de plus en plus difficile, elle a dit « venez à la maison ». La famille est venue à la maison et après, voyant que de temps en temps, il y avait des contrôles, il les envoyait à différents endroits. Et donc, ils se déplaçaient. Ils étaient cachés par différentes personnes. Ça aussi, c'est de la résistance. Tu vois, ils ne sont pas reconnus comme résistants, mais c'est de la résistance. Et donc, ils vont cacher ces jeunes gens. Et ça m'a fait rire de voir ce monsieur qui, après la Seconde Guerre mondiale, est parti habiter en Israël. Et donc, il est revenu ici. Et alors, il parlait patois de la région. Et il disait, il m'appelait un gamin. Et donc, ça m'a fait rire parce que, en fait, c'est ça qu'il a gardé. Donc, il parle toujours français, mais il a gardé. Et il pouvait parler. Imagine-toi que il était venu avec tous ses petits-enfants. Il avait 5-6 petits-enfants et grâce à cette famille qui les a cachés, eh bien, il a pu créer sa famille en Israël. Et rien que de voir ces petits-enfants qui étaient là, qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour remercier finalement cette famille qui n'est plus vivante, mais ça montre tout l'intérêt de comment en fait ils étaient cachés, protégés, et donc c'était un moment extrêmement émouvant. Voilà, désolé, hein, je dérive, mais c'est pour montrer que tu vois, dans le travail que je fais au quotidien dans un musée, avant tout je travaille avec du vivant, avec des individus, avec des témoignages, avec ce qu'on me raconte. Et donc, je suis une sorte de réceptacle de mémoire et je fais le transmetteur en les expliquant. Je suis un passeur de mémoire, un passeur d'histoire et de moments extrêmement humains. Oui, c'est très intéressant justement de pouvoir avoir des témoignages. Pourquoi les Américains nous ont-ils sauvés des 2 guerres mondiales? C'est une question à laquelle nous avons répondu juste là. Et si vous voulez regarder l'intégralité du live, il est disponible juste ici. Je remercie Corentin Roussman et le Mons Memorial Museum pour leur confiance.